Bonjour à tous et à tous. Bienvenue sur mon média, Épistémie Entrepreneur, le média dédié à la science, à la technologie et à l'innovation et à tous ceux qui peuvent apporter de la valeur aux fondateurs de startups du tech. Donc, aujourd'hui, j'ai déniché une personne très intéressante qui a une expertise très singulière dans l'offre que l'on voit sur le net et puis pas que sur le net. Qui peut apporter vraiment un point de vue singulier et atypique, je dirais, à votre réflexion, à votre action entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, mon invité est Julien Bellassène, qui est donc le fondateur du cabinet FI Conseil. Bonjour Julien, comment vas-tu? Salut Harry, bah écoute, ça va super et toi? Super, merci d'avoir accepté d'être mon invité. Je suis ravi de t'avoir parce que c'est pas commun, on va dire. On essaie toujours un peu de concilier les mondes de la science dure et de la science entre guillemets molle, des humanités et des sciences exactes. C'est pas facile. On a du mal à communiquer. On n'a pas les mêmes langages, on n'a pas les mêmes formations. Mais j'ai bon espoir qu'aujourd'hui, on va enfin pouvoir trouver des ponts entre donc ton expertise et ce que font les entrepreneurs technologiques qui ont souvent un bagage on va dire, ingénieriale, scientifique, et donc qui ont une déformation intellectuelle, qui est formation ou déformation intellectuelle, mais qui va, je pense, aujourd'hui, va trouver enfin une connexion avec ta formation et ce que tu vas offrir évidemment à ces fondateurs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais un peu plus te connaître et savoir un peu quel est ton parcours, quelle est ton histoire. Alors, oui, alors pour commencer, d'où tu viens? Est-ce que tu es d'originaire je sais pas, de Neuchâtel ou de France? Alors je suis originaire de France, je suis né, j'ai grandi à Rennes, j'ai fait ma licence de philosophie là-bas et Mhm. ensuite j'ai fait mon master de philosophie à Neuchâtel, en Suisse, pour ceux qui connaissent pas cette ville. Euh, j'ai eu un... Enfin, je me suis intéressé à la philosophie seulement peut-être 2 mois avant le bac, Mhm. en révisant les cours. Et ce qui m'a fasciné, c'est que je trouvais que ça permettait d'analyser les choses par soi-même. En fait, on nous donnait des outils pour analyser par nous-mêmes tout un tas de questions, y compris des choses auxquelles on n'a pas encore été confronté. Voilà, donc ensuite je me suis... Donc vous l'avez compris, hein, aujourd'hui on va parler philosophie. Donc voilà en fait la thématique d'aujourd'hui, c'est comment la philosophie et en particulier une approche particulière de la philosophie peut apporter de la valeur aux chefs d'entreprise et en particulier, moi ce qui m'intéresse évidemment les fondateurs de startups du tech. Mais quel était donc je dirais, ton environnement familial, est-ce que c'était aussi des gens des intellectuels ou plutôt, je sais pas, des entrepreneurs ou autre chose pour savoir un peu, parce que finalement, on se détache un peu de nos déterminismes familiaux, puis un jour on y revient, donc c'est ça aussi qui m'intéresse. Et deuxième question, tu as dit que c'était donc au bac que tu avais vraiment découvert la philosophie, mais est-ce que tu étais par exemple dans une filière scientifique et tu as eu une espèce d'eureka lors du premier cours de philo en première S, il me semble, ou de terminale S en général, terminal. terminale, ou est-ce que tu étais en lettres et que tu te destinais à devenir écrivain et puis finalement, je dis non, c'est finalement la philo mon truc. Ni l'un ni l'autre, j'étais en ES, je savais pas trop ce que je voulais faire plus tard. En fait, j'ai même commencé par faire 1 mois d'université en économie Mhm. et j'ai été déçu parce que je trouvais qu'on n'abordait pas assez les théories. Et moi, ce que je voulais, c'était connaître les pensées des grands auteurs Mhm. et aussi être bon en débat. Mhm. Et par rapport à l'environnement dans lequel j'ai grandi, non, bah, mes parents, aucun de mes parents n'a le bac. Euh, mais on avait quand même des discussions intéressantes et puis j'aimais aussi discuter avec les gens au lycée sur la pause de midi. En fait, on avait des débats avec un ami français et un ami espagnol souvent. Mes 2 amis là, se disputaient. Donc, il y en avait un qui disait, par exemple, je pense que la musique classique est meilleure que le rap. Et c'est pas seulement mon point de vue, c'est une vérité objective. Et l'ami espagnol disait, non, je suis pas d'accord avec toi. Donc, on avait ce genre de discussion. Donc là, c'est, voilà, est-ce qu'il existe des, des goûts, enfin, des qualités objectives, disons une hiérarchie qui soit objectivement vraie entre différents styles de musique ou entre des œuvres musicales, par exemple. Donc il y avait déjà un peu Et cette déjà, goût un, qui était déjà, déjà qui un avait goût. déjà. Et puis, j'aimais me mettre
quand il y avait des débats, j'aimais me mettre en observateur et corriger quand quelqu'un ne comprenait pas bien la position d'un autre. Servir Hmm. de médiateur ou Génial. de diplomate. Et donc à la fac, donc tu fais cette première année de sciences, enfin, de sciences économiques qui t'a pas plu. Et comment tu t'es dit à ce moment-là, bah, tiens, je vais faire philo. Et justement, alors moi, c'est une question aussi qui va rebondir là-dessus. Quand on est un jeune étudiant, euh, on sait que dans les lettres, dans les humanités en général, c'est souvent assez compliqué l'avenir professionnel parce que souvent, ce ne sont pas des disciplines pratico-pratiques, ce sont des disciplines intellectuelles. Et, euh, et tu n'as pas eu cette espèce de peur de te dire, tiens, je vais aller dans une discipline qui est la plus abstraite, en tout cas sur l'image qu'on a de cette discipline qui est la plus déconnectée, puisqu'elle justement elle est dans le débat intellectuel. Et comment est-ce que tu as eu, on va dire, presque ce courage-là de dire, bon, allez, je me lance dans la philo? Bah, c'était simplement la soif de connaissance. Hmm, Et je me suis dit, tant pis si je ne trouve pas de travail après, bah, je fais ce qui me plaît pendant les 5 prochaines années. c'est ce que tu as fait. Voilà. Donc, un master de philo. Et comment ça se passe, les études en philosophie? Alors là, c'est vraiment le candide, hein. Ouais, Est-ce ouais. que on vous dit de lire tout ce qu'il y a à lire sur les philosophes antiques, puis les philosophes, je ne sais pas, allemands, puis les philosophes modernes? Est-ce que tu as été obligé de lire du BHL? Je ne sais pas. Non, pas exactement. En fait, il y a trop de choses à lire. On peut pas lire tous les philosophes. Bah oui. Même, je pense, tous les philosophes grecs. En fait, on a 3 types de cours. On a les cours d'histoire de la philosophie, où Mhm. on étudie une période. Mais en fait, 4 types de cours. Donc, ensuite, il y a les cours à thème, par exemple, philosophie du langage, philosophie de l'esprit, les cours de logique, et puis les cours qui sont consacrés à un auteur en particulier, Ah, d'accord. quelques auteurs. Donc, on va Hein. dire, grosso modo, c'est des thématiques philosophiques dans lesquelles tu peux retrouver différents types d'auteurs, la contribution de différents Ouais, types d'auteurs. Et puis après, tu as des cours entiers consacrés, je ne sais pas, à Nietzsche ou à Kant ou je ne sais pas quoi. voilà. Ok. Ouais. Et toi, dans ce magma, on va dire, euh, comment est-ce que tu as trouvé ta route vers la discipline, voilà, la sous-discipline qui aujourd'hui te sert d'outil et d'outillage pour les chefs d'entreprise? En fait, moi, je me suis intéressé à la philosophie analytique. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une manière scientifique de faire la philosophie. On analyse les choses. On analyse les affirmations, on vérifie si les arguments utilisés sont convaincants, sont bons. On a des exigences de clarté. En fait, l'objectif, c'est de faire des affirmations suffisamment précises et claires pour que on puisse les tester. Hmm. Alors là, on va me dire, mais comment est-ce qu'on peut tester des affirmations philosophiques? Bah, une des méthodes, c'est les expériences, mais lesquelles? Bah, de penser. Hein, on n'a pas. Alors, Euh, excuse-moi, je te coupe parce que peut-être ce qui est un peu ce qui déconnecte, on va dire, cette méthode d'analyse et le grand public, c'est quand tu dis par exemple la méthode d'analyse philosophique. En fait, hmm, le fait d'ajouter cet adjectif donc de philosophique, ça crée une distance. Alors qu'en fait, ta méthode, elle peut s'appliquer ouais. à beaucoup de choses. Donc, puisque en fait, d'ailleurs, je rebondis sur le mot philosophique. Comment tu définis la philosophie, qui est déjà en soi un peu impressionnant comme terme, mais finalement, comment toi tu le Ouais. décrirais simplement? Moi, je pense que la philosophie est une science. Simplement, on n'a pas de méthode, enfin, d'expérimentation empirique, c'est-à-dire dans le monde concret. Mhm. Mais c'est une science au sens où on essaye d'établir des affirmations qui sont objectivement vraies à la fin. Voilà, on a cet objectif. Après, comment est-ce que je définirais la philosophie? Sincèrement, j'ai pas de définition totalement satisfaisante. On pourrait dire que c'est étudier la nature des concepts, des idées. Par exemple, qu'est-ce que la justice? Une partie importante de la philosophie, ça consiste à répondre aux questions. Par exemple, c'est quoi la causalité? C'est quoi causer? Les sciences particulières, par exemple la biologie ou la cancérologie, va dire que bah, fumer cause le cancer. Mais nous, en philosophie, on s'intéresse à une question peut-être plus générale, c'est quoi causer en fait? Hmm. C'est quoi causer en général? Le lien de causalité, parce que tu sais, nous, souvent en science, quand on voit des grands titres dans les médias un peu, je presque envie de dire putaclic, sur des chercheurs ont découvert que, hein, etc.
Et souvent, on a un réflexe, nous, scientifiques, ce qui est, enfin, qui venons des sciences dures ou des sciences exactes, c'est de dire corrélation n'est pas forcément causalité. Parce que nous, ça fait partie de notre ADN de systématiquement challenger le lien de causalité, mais en fait, cette approche systématiquement de challenger le lien de causalité entre un phénomène observé et une conséquence observée aussi, eh ben, elle n'est pas naturelle, presque j'ai envie de dire, dans la psyché des êtres humains qui sont une tendance à faire du storytelling à partir des faits, parce que l'être humain, le cerveau de l'être humain mammifère est ainsi fait, qui est de prendre des faits et d'en faire une histoire, même s'il n'y a pas forcément de lien. Et donc, la philosophie, c'est un petit peu de casser ce storytelling instinctif que l'être humain fait de son monde, c'est ça? Je dirais pas que c'est casser nos réflexes de réflexion, de pensée. Mhm. Simplement, une des tâches, c'est savoir s'ils sont vrais, en fait. Mhm. Euh, c'est pas de la déconstruction. On ne cherche pas à détruire les choses qui sont établies Mhm. avant de savoir si elles valent la peine d'être détruites. C'est pas ça. Euh, En fait, tous les préjugés ne sont pas faux non plus. Mhm. Préjugés, ça veut dire qu'on a une croyance avant d'avoir fait suffisamment d'études, d'enquêtes empiriques. Et on Absolument. Ouais. peut dire qu'ils sont faux, tous faux non plus par défaut. Alors là, on va essayer de parler un peu plus concret. Si, par exemple, je me balade dans un bois, pour me promener, hein, prendre un peu l'air, et j'entends un petit bruit, tu vois, de suite, je peux avoir peur. Donc, ce préjugé du petit bruit dans le bois, c'est un préjugé. C'est-à-dire la peur que j'ai est basée sur un préjugé, parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce bruit. C'est peut-être rien du tout, mais c'est aussi lié au fait que mes ancêtres ont peut-être été confrontés à un lion qui se cachait dans les bois. Donc en fait, ensuite, ça a été transmis, même génétiquement, hein, la peur du bruit dans un endroit calme. Et ben, en fait, c'est un préjugé. Donc on n'a pas forcément besoin de casser nos préjugés, mais il est intéressant aussi de les challenger. C'est ça, hein, si je comprends bien. Hein. Et c'est la Bah, philosophie analytique qui me permettrait de faire ça. oui, pas seulement la philosophie analytique, la science, tout Mhm. simplement. Hum, Et justement, donc, est-ce que pour toi, parce que moi, par exemple, quand on étudie les sciences, on est formé au raisonnement, à la pensée critique et au raisonnement logique, mais ça fait partie de notre ADN. Mais est-ce que pour toi, c'est synonyme de la philosophie analytique? C'est la même chose ou c'est encore autre chose? Bah, il y a un auteur qui a dit la logique est l'essence de la philosophie Mhm. dans un de ses ouvrages. Après, j'aime pas trop les arguments d'autorité, c'est-à-dire dire c'est vrai parce Non, que. mais là, c'est vraiment disciplinaire. Est-ce que Mais c'est synonyme ou c'est. en tout cas, la logique et l'esprit critique, on la retrouve pas qu'en philosophie, on la retrouve en mathématiques, Voilà. je sais pas, ou dans les sciences, quoi. Mhm. Donc, D'accord, oui. Donc ça fait, en fait, voilà, c'est la philosophie analytique se sert en fait des outils de la pensée critique et du raisonnement logique pour produire des résultats. On est d'accord. voilà, on va dire ça. Ok, bon, bah, c'est parfait. J'avais une autre question encore je dirais, ton expertise. Euh, bon, ça me reviendra. Euh, euh, et donc, tu es diplômé, et puis tu aurais pu, je sais pas, chercher à devenir journaliste, écrivain, Mm. communicant dans une agence de pub, je sais pas, comme Bec BD Ouais. qui a aussi des études de philosophie. Pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, puisque l'entrepreneuriat, c'est un truc particulier. Il faut savoir se marketer et commercialiser une offre qui a de la valeur pour des tiers, mais aussi se marketer et se vendre. Mm. Parce que justement, quand tu es consultant indépendant, tu dois aussi te vendre en tant que personne. Alors, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a attiré? Est-ce que tu as vu des enjeux non réglés qui auraient pu être, euh, être aidés par ton expertise? Quelle était ta motivation pour l'entrepreneuriat? En fait, je pense que c'est ma capacité à résoudre des problèmes qui m'a poussé à devenir entrepreneur. Mhm. Euh, Mon idée de base, c'était d'ouvrir un cabinet à la manière d'un psychologue, mais de remplacer le psychologue par un philosophe. Mhm. Euh, j'ai remarqué que je donnais des conseils aux gens, à mes amis, et qu'ils me remerciaient et qu'ils trouvaient que c'était de bons conseils.
Ça pouvait être des chercheurs, enfin des doctorants en sciences ou simplement enfin tout type de personnes. Et je me suis dit, bah, je devrais ouvrir un cabinet pour conseiller les personnes. Et aussi transmettre le savoir que j'ai acquis pendant toutes mes études de philosophie, parce que à plusieurs moments, je me suis dit, en étudiant, en lisant, en écrivant mon mémoire, mais c'est dommage que si peu de gens sachent ça, telle chose ou telle chose. Parce que je trouve qu'il y a des trésors. Ah. Et si c'est pas indiscret, est-ce que justement, avant de devenir entrepreneur, tu as des exemples pendant tes études de philo où tu as pu aider des amis, des proches, justement, qui étaient coincés dans, je sais pas, dans une prise de décision un peu complexe? Est-ce que tu as réussi, comment, vraiment là, on va dire, avant de devenir un professionnel, comment est-ce que tu as des exemples? Par exemple, ça m'intéresse. Bah, je peux donner l'exemple d'une amie qui, lors de la rédaction de son mémoire, où je lui disais, mais va à l'essentiel, en fait. Elle avait du mal à rédiger son mémoire, elle était bloquée dans l'écriture parce que je pense qu'elle avait trop de contraintes par rapport au style. Et je Hmm. lui disais, ce sont ces contraintes, c'est une des causes, une des choses qui t'empêchent de l'écrire plus rapidement. Donc enlève ces contraintes. Il n'est pas écrit dans le règlement de rédaction du mémoire que tu dois avoir tel style ou faire des phrases inutilement complexes. Hmm. C'est Un deuxième. intéressant. C'est intéressant que tu dis parce que moi je lis souvent des mémoires de master euh, de jeunes qui sont dans des filières économie, gestion, marketing et ils ont un style qui évidemment, c'est drôle, hein, chaque discipline a son style et on les reconnaît. En management et en marketing, c'est l'enfer. Ils ont un style d'écriture qui est évidemment copié sur leurs aînés qui publient des articles de pair à pair dans des journaux scientifiques, qui est un style très ampoulé, très managérial. Qui finalement, je trouve dommage parce que ça, ce qu'ils disent dans ces mémoires peuvent servir à un plus grand nombre. Et le style est empoulé. Donc, pour certains qui ont vraiment des bons mémoires, qui peuvent évidemment les valoriser à travers de l'écriture de livres pour un plus grand nombre, ils sont obligés de faire un travail de traduction presque pour désempouler le style. Évidemment, on le voit bien. Il y a par exemple les citations incessantes dans les manuels, dans les rapports de master. Tu finis une phrase et tu mets une citation. Je veux dire, pour le lecteur, c'est très difficile à lire ce genre de choses. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le style, le phrasé particulier, notamment en management, je le dis, hein, c'est vraiment insupportable la manière dont vous écrivez. Donc, on peut faire beaucoup mieux. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux pour le monde académique, parce que le monde académique se plaint souvent de ne pas être entendu en dehors. Et ben, j'ai presque envie de vous dire, c'est aussi de votre faute. Hormis les censures, parce que nous, les censures sont vraiment obligées, sont corsetées par comment dire, le cadre de l'article scientifique. Mais les scientifiques, ils n'ont pas une écriture en poulet. D'ailleurs, ils sont très simplistes. Hein. Les scientifiques, quand ils écrivent, enfin, quand ils scientifiques, c'est sciences dures, physique, chimie, biologie, c'est sujet, verbe, complément. Hein. Donc, ne cherchez pas du style là-dedans. C'est des manuels de tronçonneuses de marque allemande hein, quand on écrit des articles scientifiques. Il n'y a que dans l'abstract, dans le résumé, où on se permet un petit peu d'être un tout petit peu, ou dans l'introduction d'être un tout petit peu plus littéraire, mais vraiment, hein, c'est une virgule. Mais par contre, dès qu'on bascule dans les sciences humaines et sociales, ça devient vraiment très dur à lire. Moi, par exemple, pour te donner un exemple, hein, j'ai essayé de lire un livre sur l'économie évolutionnaire donc d'une professeure, livre destiné au grand public. C'était illisible. Illisible, le style était illisible, alors que le propos n'est pas forcément très n'était pas. Enfin, voilà. Donc, toi, tu as donc aidé ton ami à désempouler donc l'écriture de son master. Est-ce qu'elle a été sanctionnée par, je dirais, ou est-ce que finalement ça a plu ce style un peu rafraîchi, un peu plus dynamique? Bah, non, non, elle n'a pas du tout été sanctionnée. Je pense, dans le domaine de la philosophie, que les gens font des phrases inutilement complexes, ont un Mmh. style empoulé, parce que, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral d'ailleurs, parce que ils se sentent jugés, ils sont obsédés par la question de savoir s'ils vont dire enfin, si on va les percevoir comme étant intelligents, Mmh. compétents. Euh, mais ça, c'est au détriment de la compréhension, parce que j'ai assisté à plusieurs colloques ou des conférences où les gens de l'auditoire font aussi semblant de comprendre ce que le conférencier dit.
et qui Oui. est inutilement complexe et puis incompréhensible même. Donc, Et- il y a beaucoup de perdants. Absolument. Donc, on a tous intérêt à décomplexifier nos propos pour le rendre accessible, Oui. même s'il est très compliqué, en fait. On peut décomplexifier la complexité. Ouais, et puis je C'est crois que compliqué. si ces gens ont des choses si importantes à dire, ils n'ont pas besoin d'avoir un style si compliqué. Par exemple, Hmm, si je dis on a découvert une nouvelle planète dans le système solaire, c'est une grosse découverte, et puis c'est tout à fait compréhensible. absolument. Maintenant, enfin, Oui, non, mais c'est sûr que cette phrase-là que tu viens de prononcer, on peut la complexifier, c'est sûr. Euh, euh, ils vont pas ouais, assez à l'essentiel, quoi. ouais. Et bon, donc en fait, on est un peu digressé, mais et donc ta motivation pour créer ton activité de conseil, elle est venue d'où exactement? Quel a été le feu? Quel a été l'événement qui t'a donné l'envie de le faire? Hum, alors, parce que j'ai vu beaucoup d'imposteurs proposer des services de toutes sortes, et je me suis dit, bah, je peux faire aussi bien qu'eux, Mhm, et je gagnerai ma vie, enfin, bien ma vie. absolument. Euh, enfin, je trouvais qu'il y a beaucoup de foutaises en fait qui sont racontées par des prétendus experts en marketing. Et je me suis dit, ouais, je peux, je peux faire mieux qu'eux, donc je me Mhm. lance. En fait. Bah, c'est génial. Bah, moi, j'aime l'audace, c'est parfait. Euh, donc, et en termes de challenge, là où maintenant que tu es à ton compte, quels sont les challenges que tu rencontres? Bon, alors, je sais que c'est un peu bateau, et j'imagine c'est trouver des Ouais. clients, c'est de faire connaître, mais de ton point de vue à toi, parce que je ne vais pas répondre à ta place, mais c'est quoi les challenges que toi tu rencontres, que tu ressens maintenant que tu es à ton compte? Bah, c'est principalement trouver des clients. Au début, je pensais que le défi principal serait de convaincre les gens de l'intérêt et de l'utilité de la philosophie, mais c'est pas du tout le Mm. cas. Chaque personne à qui j'en parle me dit c'est super. C'est aussi, je pense, savoir amener les choses, expliquer Mm. plus précisément ce que je fais. Mais donc le défi, c'est surtout trouver des clients. C'est génial ce que tu dis, parce que en préparant l'interview, moi c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire je me suis dit, Ah, il ne va pas avoir de mal à trouver des clients, mais il va avoir plus de mal à convaincre de l'intérêt de la philosophie parce que alors c'est toujours pareil, on prend son cas personnel pour des statistiques, mais moi personnellement j'étais un peu fâché avec la philosophie depuis le lycée. mhm. Euh, un prof horriblement nul, qui je pense n'a rien à faire dans l'éducation nationale, mais plutôt à l'Asie psychiatrique. Bon, je le salue s'il n'est pas déjà décédé. Et surtout les philosophes de télé qui sont plus, pour la grande majorité des sophistes, qui déblatèrent surtout et n'importe quoi sans aucune expertise. Euh, mais bon, alors, donc j'ai projeté ça évidemment sur la philosophie. Je me suis dit, ah, peut-être qu'il va avoir plus de mal à convaincre, mais toi, tu dis de ton point de vue, les gens ont une perception différente du mien. C'est-à-dire ils ont plutôt une ouverture d'esprit vis-à-vis de l'expertise. Et toi, tu es plus, on va dire, en recherche de techniques pour trouver des clients. Mais disons que le principal défi, c'est de transformer des gens qui disent qu'ils sont intéressés en clients. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai, je te rejoins sur l'idée que les philosophes de télé euh, parlent enfin, de beaucoup de sujets sans toujours avoir d'expertise ou de connaissances, quoi. On a l'impression qu'en France, qu'une personne qui a un diplôme en philosophie a une licence, enfin, voilà, un diplôme et qu'il est maintenant autorisé à parler de tout et n'importe quoi sans qu'on puisse le contredire, quoi. Euh, ou alors qu'on a aussi cette fausse impression que les philosophes sont des gens qui sont simplement là pour entériner, pour valider toutes les nouvelles exigences du politiquement correct et dire ouais, Hmm. c'est une super idée. Voilà. Mais en À réalité, quelques, à quelques exceptions près, évidemment, parce que j'étais peut-être un peu dur, parce que moi, à titre personnel, j'aime beaucoup, par exemple, Michel Onfray. J'ai découvert un philosophe qui m'a un peu réconcilié, c'est Charles Pépin. Et je voudrais aussi saluer Fanny Nussbaum, qui n'est pas psychologue de formation, qui est pas philosophe de formation, mais qui est psychologue et chercheur en neurosciences, et qui m'a réconcilié avec aussi la philosophie. Donc je la salue. Donc non, non, évidemment, tu vois bien que je me fais un peu l'avocat du diable, j'essaie un peu d'être, de te donner un peu la contradiction, mais et donc, toujours dans cette idée de contradiction, alors là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet du conseil pour les chefs d'entreprise.
le monde de l'entreprise est baqué, on va dire, par des sciences humaines et sociales qui sont, en gros, c'est ceux qui nous servent le plus. La psychologie sociale, les sciences comportementales, évidemment l'économie et le marketing, mais qui eux-mêmes se nourrissent de la psychologie sociale et les sciences comportementales. Aujourd'hui, on a énormément d'offres de conseils qui eux-mêmes, ces offres de conseils sont eux-mêmes backées, on va dire, par ces disciplines-là et avec des applications qui couvrent quasiment 360 degrés, je dirais, les besoins de l'entreprise. Ça peut être le recrutement, ça peut être le management d'équipe, ça peut être la communication du chef d'entreprise, la communication interne ou externe de l'entreprise, ça peut être appliqué à la conception même de produits. Aujourd'hui, tu as, des psychologues, des designers qui sont formés à la psychologie pour aider les designers dans des entreprises à concevoir des produits qui soient émotionnellement attirants, qui soient addictifs même. Donc on le voit pas avec les réseaux sociaux, on passe notre temps à scroller. D'ailleurs, il y a un terme en psychologie, c'est le FOMO, le Fear of Missing Out. Et ça, il y a une assise psychologique derrière. Donc tout ça, c'est pensé par ces disciplines-là qui viennent des SHS et qui se veulent scientifiques, puisque ce sont des disciplines qui se veulent scientifiques, donc qui ont des méthodologies avec des méthodes mesurables, etc. Est-ce que tu penses qu'avec la philosophie analytique, qui est donc son objet, son essence, c'est d'étudier les relations de cause à effet, de vraiment d'éclaircir la réalité et d'essayer d'avoir une vérité, de s'approcher le plus possible de la vérité. Est-ce que tu penses que tu es compétitif par rapport à ces disciplines-là qui ont déjà une historique de travail avec les chefs d'entreprise? Je pense que avec mon activité, je propose de transmettre des compétences qui sont probablement pas transmises par les disciplines que tu viens de citer. Par exemple, penser hors du cadre. Penser hors du cadre, ça veut simplement dire euh, supprimer certaines croyances ou faire comme si elles étaient fausses. Euh, euh, je dirais l'esprit critique. Ouais. Euh, structurer ses idées aussi. Euh, ouais, c'est déjà pas mal. Oui, oui, absolument. Absolument, parce qu'en fait, quand on voit dans l'ouragan d'urgence souvent et d'incertitude dans lequel sont les chefs d'entreprise, Mm. justement, pouvoir poser ses idées, les structurer et sortir des patterns qui font sens, je pense que la méthodologie de la philosophie analytique, alors toi, philosophie analytique, moi je dirais la pensée critique et le raisonnement logique, mais c'est pareil, c'est exact, on parle de la même chose, sont vraiment des compétences clés. Et je pense qu'il ne faut pas les opposer en fait à ce que je viens de dire par rapport aux autres disciplines HSS, puisqu'ils ont leur application et leur intérêt. Mais ce que toi tu apportes, c'est vraiment un bonus, un plus par rapport à ce qui existe déjà. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et alors justement, par rapport à cette idée que les chefs d'entreprise sont souvent, alors pas tout le temps, souvent dans un ouragan. Ils sont obligés de prendre des décisions vite, ils doivent aller vite. Et ils sont souvent des gens pragmatiques, c'est-à-dire que c'est des gens qui font des décisions, quitte à prendre de mauvaises décisions et ensuite ils corrigent. On dit souvent que, alors dans les neurosciences, on sait par exemple qu'on a le cerveau, il y a deux types de fonctionnement, ce qu'on appelle le système 1 et le système 2. Le système 2, c'est le système qui est analytique, qui justement permet d'avoir une pensée critique, un raisonnement logique, et qui demande du temps, de l'énergie, du calme, qui est consommateur d'énergie, du glucose. Et le système 1 qui est plus émotionnel, instinctif, qui est fait pour répondre rapidement, qui est assis sur des heuristiques, qui sont même des heuristiques qui sont génétiquement transmises, qui nous viennent de nos ancêtres du paléolithique. Alors, comment toi, tu vas justement faire accepter cette idée au chef d'entreprise qui est dans l'urgence, qu'il faut de temps en temps savoir prendre un peu de calme, un peu de recul pour pouvoir se poser et réfléchir. Ouais. Bah, de mauvaises idées peuvent mener à de mauvaises décisions qui peuvent mener à des pertes financières. Euh, prendre plus de temps pour mieux réfléchir et ainsi prendre de meilleures décisions, ça permet aussi de gagner du temps parce que ça évite les retours de la part des employés qui diraient j'ai mal compris tel point, est-ce que tu peux me réexpliquer et puis aussi prendre des décisions hâtives, ouais, enfin je me répète là, mais ça mène Ouais. à prendre de mauvaises décisions, à Est-ce faire des que bêtises.
est-ce que tu t'intéresses aussi, parce que je sais que souvent, euh, quand on s'intéresse justement à la recherche de la vérité, avec des méthodes analytiques comme les tiens, on va quand même chercher un peu dans sa base de connaissances les découvertes en psychologie, en neurosciences, en psychologie évolutive. Est-ce que c'est des champs qui t'intéressent à titre personnel pour enrichir ta base de Ouais, connaissances? oui. Bah, par exemple, il y a le neuroscientifique Andrew Huberman qui a une chaîne YouTube qui est super, que j'invite les gens à suivre. Euh, et qui, en fait, il fait de la vulgarisation quoi, des neurosciences. Et surtout, il donne des astuces pour mieux vivre, par exemple, être moins stressé, améliorer sa motivation, etc. Donc ça me sert aussi de leçon. Et ça me fait comprendre que beaucoup de problèmes qu'on identifie comme étant psychologiques sont des problèmes neurologiques, enfin, ont une base donc physiologique ou matérielle, si tu veux. Mhm. Qu'on on a tendance à oublier et à penser que de beaux discours motivants vont guérir, vont soigner certains de nos problèmes, alors qu'en fait, ils sont plus profonds, entre guillemets, que ça, et plus durs à résoudre que simplement par l'administration de belles paroles. Et je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que moi, comme je suis biologiste de formation, ce qui fait que j'ai une particularité par rapport à mes collègues chimistes ou aux physiciens ou mathématiciens, qui sont peut-être plus sensibles à cette idée que le raisonnement, c'est quelque chose de froid, qui est purement cérébral, cognitif, tu vois. Alors que les biologistes, nous, comme on est des naturalistes, on sait très bien qu'on est des singes, quoi. Tu vois, enfin, moi, je te regarde, je vois un singe et je me vois, je vois un singe. Donc, je dis pas ça pour te... Mhm. C'est sympa. C'est ma grille de lecture, c'est-à-dire on est tous des primates, on est des mammifères, c'est ma grille de lecture. Et j'ai ce débat-là souvent avec des gens qui sont dans la zététique, par exemple, je leur dis, il n'y a pas de pensée froide, analytique à la façon de M. Spock, déconnecté des instincts et des émotions, c'est un tout. Et d'ailleurs, il y a une école de pensée en neurosciences, celle d'Antonio Damasio, qui justement a montré qu'il n'y avait pas d'un côté des bonnes décisions prises par la pensée critique et le raisonnement logique déconnecté façon Descartes, comme le préconisait Descartes, de se déconnecter de l'émotion, et de l'autre des émotions stupides, irrationnelles, dictées par les émois. L'école de Damasio a démontré, par exemple, qu'il y avait d'excellentes décisions qui étaient prises influencées par nos instincts et nos émotions. Donc, c'est de la physiologie, là. Hein, on est dans la génétique, de la physiologie ancestrale. Et il y avait de très mauvaises décisions qui étaient prises aussi par une pensée rationnelle coupée, en fait, de notre animalité. Est-ce que tu partages cette vision ou tu es plutôt team Monsieur Spock? Bah, quand on fait un exercice de maths assez complexe et on trouve la bonne réponse, en quoi est-ce que c'est émotionnel? Enfin, est-ce que... Non, là, je suis d'accord, mais c'est des cas particuliers. Donc, il dit pas que tous les raisonnements... Non, non, il est pas dans l'essentialisation. L'école d'Amasio te dit la dichotomie, parce que la pensée des cartésiens, qu'on est un peu héritier en France, c'est de dire les émotions, les instincts, c'est pas bien, il faut les éteindre même. D'ailleurs, c'est le cartésianisme a inspiré le personnage de Monsieur Spock. Hein, c'est le cartésianisme français qui a inspiré le personnage de ce Spock, cette espèce d'être. C'est un alien, hein, c'est pas un être humain, c'est ça qui est marrant. C'est un alien avec un QI très élevé, mais qui n'est incapable de ressentir des émotions. Or, les études de neurosciences montrent que les gens qui ont des troubles neurologiques, ils ont eu un traumatisme et les centres du cerveau qui sont dédiés aux émotions ont été détruits. Ces gens-là ont une capacité cognitive élevée, toujours élevée, ils sont capables de penser, de calcul, de métacognition même, mais comme ils sont plus capables de ressentir des émotions et donc les émotions, c'est juste la courroie de transmission entre notre sensorialité, c'est-à-dire ce qu'on capte de nos systèmes sensoriels pour les transmettre au cerveau. Mhm. Euh, et le fait que ces gens-là n'aient plus ce système-là, bah, ils prennent des mauvaises décisions malgré le fait qu'ils aient des QI élevés, etc. Et donc, il y a plus, dans la vision des neuroscientifiques, aujourd'hui, il n'y a plus cette dichotomie absolue entre les instincts, les émotions, et de l'autre côté, la pensée cognitive superbe de l'Homo sapiens. Tu vois, donc voilà, c'était pour te faire partager un peu cet angle de vue. Je, je suis à fond pour la rationalité et je suis pas contre les émotions. Je dirais plutôt que
l'esprit critique et la rationalité doivent plutôt être un centre de contrôle, disons, une force qui contrôle. Mais je trouve ça bien. Enfin, c'est pas mauvais qu'on soit motivé à faire des choses, de la physique ou des sciences, parce on a une motivation, disons, émotionnelle, parce que, euh, Et disons, les émotions au disons, service. la raison d'être, c'est ça, pour corriger le jugement, en fait, Hmm. et s'assurer qu'il est vrai ou bon. Ok, écoute, c'est très intéressant. C'est vraiment un champ dialectique intéressant. Donc ça, on en a parlé. Euh, alors maintenant, donc, quelle serait l'application froide de la philosophie analytique, de ton offre de conseil aux chefs d'entreprise ou aux équipiers, aux cofondateurs, aux employés. Donc, tu fais du coaching en one-to-one, tu fais des ateliers, tu fais des séminaires. Quelles seraient les applications de ton expertise quelles sont les applications en fait en termes de la concret, je sais pas, le leadership, la réflexion stratégique et quels résultats. Est-ce que tu as un peu, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ouais. En fait, ce que je propose aux entreprises et aux particuliers aussi, c'est pas faire de la philosophie à proprement parler, mais c'est transmettre les outils de la philosophie euh, et les compétences aussi de la philosophie. Par exemple, bah, mieux argumenter, s'exprimer de manière claire et concise, structurer ses idées, avoir de la répartie, etc. Euh, Alors ça, donc, excuse-moi, je te coupe, mais ça, moi, de suite, je vois une application à ça. Un, c'est ouais. évidemment le média training. Quand tu es chef d'entreprise, alors souvent, ils ne s'en rendent pas bien compte. Hein, ils ont le nez dans le guidon, surtout les fondateurs de start-up. Un jour, la start-up, elle réussit, elle fait des beaux titres, on va dire, des journaux tech, et ils sont invités, par exemple, sur BFM Business. Et là, ça bégaye. Donc là c'est à ce moment-là qu'il faut penser, par exemple, à faire appel à toi pour les aider à avoir une structuration de leur pensée, évidemment de leur communication orale, pour Hmm. qu'elle soit percutante et que les 30 secondes auxquelles ils ont droit sur BFM ou sur ailleurs, elles soient au top, quoi. Mhm. Oui, alors la logique justement aide à structurer ses idées parce que tout simplement, on s'entraîne en faisant la logique à conserver que ce qui est pertinent pour l'argument qu'on Mm. va utiliser. Par exemple, si je dis Paris est la capitale, je veux prouver que Paris est la capitale de la France, je peux dire, il est dit dans plusieurs sources sûres, notamment Wikipédia, les dictionnaires, que Paris est la capitale de la France. Ça suffit, j'ai pas besoin de dire en plus que Paris est une jolie ville ou qu'elle s'appelait Lutèce. Mm. Mais pourtant, j'écoute des personnes à la télé, ils font des digressions, ils ajoutent plein d'informations qui sont pas pertinentes. Voilà. On Un a exemple l'impression que c'est plus dans un précis. exercice littéraire que dans un exercice de communication. C'est-à-dire que moi, par exemple, Hmm. c'est souvent aussi un peu comme toi, on finit par se spécialiser dans des disciplines qui nous plaisent, par défaut aussi, parce qu'il y en a d'autres qui ne nous plaisent pas. Moi, ce que je n'ai pas aimé, par exemple, dans les lettres, c'est cette tendance à décrire verbalement le contexte de manière infinie. Je peux te donner un exemple, euh, je sais pas, Balzac, par exemple, pour moi, c'est illisible parce que c'est lire des descriptions. Alors, les gens qui sont littéraires dans l'âme, ils adorent ça, mais Mhm. quelqu'un qui est un peu scientifique comme moi, on peut pas, on n'accroche pas. Et donc, Mhm. tu retrouves ça dans l'expression orale des chefs d'entreprise et des décideurs, ce côté un peu tendance à vouloir faire du littéraire, alors que c'est pas le lieu, c'est pas la peine, et en plus, c'est contre-productif. Oui, parce que on a le sentiment qu'on va juger notre intelligence, notre manière de nous exprimer. Et je trouve qu'on devrait se focaliser sur quelle est la valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on apporte en fait euh, en, en parlant. Est-ce qu'on est utile aux autres? Est-ce qu'on leur apporte une information? Tout Mm. simplement. Et C'est c'est juste ça, intéressant. Hein. débloquer la parole et faire C'est, le c'est, tri. C'est pas si c'est compliqué. Si, je trouve que c'est super intéressant parce que justement, comme tu as le label philosophe, je trouve ça super intéressant parce que l'image qu'on a des philosophes, ce sont des gens de télé, hein, encore une fois, c'est des gens verbeux, jargonneux, avec un niveau de langage très, très élevé, très soutenu pour finalement dire souvent des banalités absolues.
Et là, toi, tu es en train de nous dire que non, au contraire, il faut faire sujet, verbe, complément, efficacité, pour que le message soit le mieux perçu possible par celui qui écoute. Si je comprends bien, hein. Oui, ça Fioriture. dépend de nos intentions. Mm. Euh, mais il y a des gens qui disent des choses, alors fausses, pas si profondes, et qui font des phrases à rallonge, qui ont un style ampoulé, boursouflé, euh, et qui donnent l'impression d'être. Il y a aussi, voilà, qui donnent l'impression d'être profonds et intelligents parce qu'ils disent des choses incompréhensibles. Mm. Voilà. Donc je m'inscris pas dans ce courant. Oui, effectivement, et je pense que tu as le bon timing parce qu'on a vécu avant l'ère de l'Internet et de la massification de la communication, une ère où les experts complexifiaient leurs propos pour évidemment augmenter leur prix, parce que plus c'était compliqué et plus ça devait valoir cher. Coucou les avocats, coucou les notaires, coucou enfin, tous les métiers du droit qui complexifiaient leurs propos par rapport à leurs clients, hein. C'est-à-dire ils ne Mhm. faisaient pas d'effort de vulgarisation, mais ils le faisaient exprès. Aujourd'hui, ils sont obligés parce qu'il y a une Aujourd'hui, c'est en compétition. Il y a énormément de chaînes YouTube qui sortent de jeunes avocats qui vulgarisent le droit. Donc, tous les grands avocats sont obligés maintenant de vulgariser leurs propos, de ne plus avoir un discours hermétique. Et donc, et finalement, pour tous les métiers, que ce soit les avocats, les chefs d'entreprise technologique, tout le monde doit faire cet effort-là d'avoir un niveau de langage qui soit accessible simplement. Oui. Il y a aussi un biais, euh, peut-être que, enfin, ce biais, c'est tout simplement qu'ils oublient que les personnes ordinaires, pas forcément, ont fait des études supérieures, ouais. Et Et puis, même ceux qui en ont fait, ils ne sont même pas forcément. on voit le décalage entre le niveau de compréhension, et de compétence d'un prof d'université et les élèves, qui sont en licence, par exemple. Donc, moi, je pense que il y a une phrase qu'on attribue à Einstein qui dit que si vous n'êtes pas capable de faire comprendre ce que vous faites à un enfant de 10 ans, c'est que vous ne le comprenez pas totalement. Et je pense que c'est juste. Donc, je Absolument. m'efforce de faire ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, quels sont les autres types d'applications? Donc, on a parlé donc de la communication orale, donc le média training. Quelles seraient les autres applications je dirais, de ton offre et de ton expertise dans les autres champs d'application? Bah, je pense que l'innovation, c'est un champ dans lequel, la philosophie pourrait s'appliquer parce que en philosophie, on fait ce qu'on appelle des expériences de pensée, c'est-à-dire tout simplement, imaginer, des scénarios, qui ne sont pas réels, Mhm. qui pourraient arriver. À quoi ça sert? Bah, tout simplement pour tester des hypothèses. On Mhm. les teste, si on veut, jusque dans leur moindre recoin. On essaie de trouver des failles, on essaie de voir si c'est valable dans tous les cas possibles. Donc, pourquoi l'innovation? Bah, parce que la philosophie fait pas mal appel à l'imagination. Et justement, dans le monde de l'entrepreneuriat, l'imagination, c'est important. Imaginer de nouveaux produits. Euh, un exemple tout bête, c'est, dans mon manuel de logique, je crois, au tout début, il y a un exercice et on doit nier la phrase tous les chemins mènent à Rome. Bon, alors c'est facile, hein, il suffit d'ajouter, pas, donc c'est tous les chemins ne mènent pas à Rome. Et la question, c'est est-ce que dire que il y a des chemins qui ne mènent pas à Rome, c'est vraiment la négation de tous les chemins mènent à Rome. Et alors, on a envie de dire oui, mais en réalité, non. La réalité, est plus riche que ça. Mhm. Puisque- Puisqu'en fait, la négation, c'est pas ça. C'est il y a des chemins qui mènent pas à Rome. Ça veut pas forcément dire tous les chemins. Il y a des chemins qui mènent ailleurs qu'à Rome. Parce que peut-être tous les chemins ne mènent nulle part aussi. En fait, donc là, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre une brèche. En fait, c'est on voit qu'il y a une nouvelle voie. Si on veut. Donc, voilà, la logique, aide à Et c'est très justification. important ce que tu dis parce que c'est Voilà. pour la conception de produits, pour la conception d'algorithmes. Ce que tu décris est fondamental. Donc, je pense que Voilà. ça va faire écho aux informaticiens qui les écoutent, mais pas que, aussi les concepteurs de produits en général, parce qu'il y a évidemment des ramifications à l'usage d'un produit qu'on n'imagine pas, hein. Souvent, quand on crée un produit, c'est pour une problématique très précise donnée, et ensuite on s'aperçoit que les utilisateurs
utilisent le produit de manière complètement différente qu'avec ce qu'avait prévu le concepteur. Et en fait, ces exercices de pensée permettent parfois même d'anticiper peut-être les usages. Et donc, c'est très intéressant, moi, je trouve. Voilà. En fait, il y a le principe logique de non-contradiction. Donc, une contradiction, c'est dire une chose et on va dire son opposé. Par exemple, il pleut et il ne pleut pas. Mais, euh, mais à l'exception des contradictions, en fait, disons, la logique nous enseigne que il peut se passer beaucoup de choses, plus de choses que ce qu'on croit. Enfin, c'est pas une contradiction logique que dire que la loi de la gravitation est fausse, par exemple. À partir de là, ça ouvre plein de portes, disons, intellectuellement. En fait, c'est beaucoup de gens, je pense, ont des fausses oppositions, des faux tirs exclus, des fausses dichotomies dans la tête. Par exemple, dire que si quelque chose est pas bon, c'est forcément mauvais. Non, il y a une troisième possibilité, c'est tout simplement ni bon ni mauvais, c'est neutre. Euh, donc, ça fait partie des leçons que ça nous enseigne. On avait parlé aussi, enfin, en préparant l'émission, c'est que tu peux aussi aider les collaborateurs, donc les fondateurs d'une équipe startup, par exemple, à éclaircir leur communication interne. C'est quelque chose de très important parce que souvent, un grand nombre de startups, malheureusement, échouent. Hein. On sait qu'il n'y a pas. Les statistiques, ça va entre 70 et 90% de startups qui échouent. Entre l'idée et la 5e année, en gros, c'est entre 70 et 90% qui s'arrêtent à un moment donné de leur développement. Et la grande majorité des raisons, c'est souvent la mésentente entre les fondateurs. C'est une des premières raisons qui ressort des études, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a d'autres raisons, le manque de financement, le manque de clients. Mais la mésentente entre les fondateurs, c'est quelque chose qui ressort souvent des études. Et c'est souvent parfois des choses un peu risibles, c'est-à-dire des choses des mauvaises perceptions, compréhensions mutuelles de choses qui auraient pu être, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, des choses qui auraient pu être désamorcées finalement très tôt s'il y avait peut-être eu quelqu'un qui aurait pu identifier les frictions de communication. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu peux faire avec ta méthodologie voilà. Je peux résoudre certains problèmes, pas tous, mais la philosophie nous entraîne à comprendre des points de vue avec lesquels on n'est pas d'accord, à les comprendre, à être capable de les restituer fidèlement sans les déformer, même quand on n'est pas du tout d'accord avec eux. Donc, ça aide. Après, je dis pas que ça va résoudre tous les problèmes tous les conflits, même tous les problèmes de compréhension, mais Parce on que est sur le plan, on peut avoir des mésententes factuelles. Donc là, là. tu peux les lister sur un tableau. Un tel, pour lui, il va mettre des plus devant tel argument, et sur d'autres arguments, pour lui, c'est moins important. Et là, on s'aperçoit que il n'y a pas, un overlap par rapport à l'autre interlocuteur pour qui, lui, d'autres arguments sont plus importants. Là, on est dans le domaine factuel, là où tu peux les aider vraiment à éclaircir leur pensée et leur mésentente. Mais si derrière, en sous-jacent, il y a des choses un peu plus profondes, comme des choses un peu comment dire, des choses un peu plus émotionnelles, plus là tu sors de ton domaine de compétence, si j'ai bien compris. Complètement. Si, je sais pas, il est trop susceptible ou qu'il a un ego surdimensionné, on sort de mes, de mes compétences actuelles, en tout cas. D'accord. Mais oui, non, il y a beaucoup de conflits naissent de la mauvaise compréhension. euh, c'est dingue. Tu sais, moi je suis iranien et on a une expression en persan qui dit avant de jouer à un jeu, notamment le backgammon, il faut s'entendre sur les règles. Mhm. Parce qu'en fait, le backgammon, c'est marrant parce que tu as des règles qui peuvent différer. Mais si tu ne te mets pas d'accord au début, bah, à la fin du jeu, ça peut finir en bagarre. Parce que c'est évidemment la petite règle qui fait que l'autre, il a gagné. Et toi, tu me dis, mais je ne suis pas d'accord, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais si, j'ai le droit de le faire. Ouais. Et en fait, ça en revient un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment clarifier les règles du jeu dès le départ et que tout le monde s'y tienne. Et puis, si on n'est pas d'accord, bah, il faut les repenser ensemble, en fait. Bah, on a tous connu ça. Hein. Euh, c'est pas qu'au backgammon. Mais c'est sûr, c'est sûr. Euh, Alors justement maintenant, donc ma question elle est un peu redondante, mais c'est encore par rapport à mon propre prisme.
Donc, si tu veux aller promouvoir ton expertise à des chefs d'entreprise, est-ce que tu as besoin d'un prérequis avant d'arriver dans l'entreprise? Est-ce que tu as besoin qu'il y ait une ambiance plutôt favorable à la philosophie? C'est-à-dire des gens qui sont plutôt, oui, c'est cool, moi j'aime bien, j'ai beaucoup aimé ça au lycée. Donc, il y a un terreau favorable à toi et à ton expertise. Ou est-ce que Mhm. si tu arrives dans une entreprise et tu as des gens un peu comme moi qui vont te dire, ouais, moi, le lycée j'ai eu un prof de merde je déteste les philosophes à la télé, de toute façon, ta discipline, je n'y crois pas. Est-ce que tu peux les retourner? Est-ce que c'est un prérequis pour toi ou pas? Voilà. Le seul prérequis, c'est qu'il n'y ait pas de tomates pourries à disposition, C'est-à-dire. bah, pour pas qu'ils me les jettent. Ah oui, d'accord. Et Ah, sinon, non, simplement peut-être que faire un diagnostic, Mhm. c'est-à-dire bien identifier leurs besoins. Euh, non, sinon je suis prêt à relever le défi d'y aller, même quand ils sont hostiles. Oui, parce que tu vois bien, parfois, les hostilités, c'est sur des préjugés anciens, sur Ouais. un prof qui était mauvais au lycée. Donc, je pense que, oui, non, c'est une bonne réponse, évidemment. Au contraire, il y a un petit côté challenge qui peut être amusant aussi, hein. Tu arrives dans une entreprise avec je sais pas, que des informaticiens codeurs. Les gens, ils vont te regarder, ils vont te dire, ouais, mais nous, on s'en fout de la philo. Et puis, tu les séduis par ton intelligence et puis ce que tu leur amènes. Bah, s'ils me laissent leur dire à quoi ça va leur servir et pourquoi je le fais, oui, je Oui, peux transformer des personnes hostiles en des personnes favorables. absolument. Est-ce que sur la partie application, tu souhaites éventuellement rajouter d'autres points ou... Écoute, non, pas forcément. D'accord. Bon, moi, en tout cas, de ce que j'ai compris de ce que tu faisais, donc des outils j'appelle pensée critique, raisonnement logique, mais j'imagine que tu pourras compléter. Pour moi, je vois des applications vraiment à plein de domaines, hein. C'est plein de domaines. Donc, on a dit la communication de chef d'entreprise, le média training, on a dit la résolution de conflits entre les salariés et les fondateurs, dans la négociation aussi entre le chef d'entreprise ou un directeur X et un autre directeur d'une autre entreprise sur les questions de négociation. Ça peut être très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut encore citer Qu'est-ce qu'on peut C'est le leadership, évidemment. Le leadership, un chef d'entreprise qui s'exprime avec clarté, avec efficacité, il aura évidemment un leadership plus grand. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Le leadership, c'est fondamental dans une entreprise. Ok, bon, bah, je crois qu'on a bien fait le tour. Toi, de ton côté, est-ce que tu as été confronté à des obstacles ou à des réticences quand tu as rencontré des gens, pour des chefs d'entreprise, pour leur proposer tes services? Est-ce que tu as eu des réactions épidermiques ou tu as eu que des gens Non, favorables? absolument aucune réaction épidermique. Bah, j'ai été assez surpris parce qu'il y a 1 an et demi, quand j'ai décidé de lancer mon activité, je pensais qu'on allait me rire au nez, mais non, pas du tout. Je Ah, c'est dirais bien. même que quasiment toutes les réactions ont été favorables. Quand je parle en soirée, parce que c'est comme ça que je me fais connaître, c'est aller à des soirées voilà, de réseautage et pour parler de mon activité de conseiller en philosophie. Donc, je suis pas 9 fois sur 10, la réaction est positive. Ouais. Et puis, j'ai envie de dire que le background de philosophie en, a produit de très grands professionnels de l'entreprise. Évidemment, celui qui est le plus connu du grand public, c'est Bec BD, grand publicitaire. Mais il n'y a pas que. Il me semble que le patron de la Boston Consulting France a un background en philosophie. Il faudra que je vérifie. Mais il n'y a pas que. Hein. Il y a énormément de publicitaires qui ont un background en philosophie, parce qu'ils Peter comprennent Thiel, évidemment. Pardon? Peter Thiel, le milliardaire américain, et aussi le fondateur de LinkedIn. Non, Ah, Rachel Taylor. Ah bah, je ne savais pas. Tu vois, comme quoi, c'est pas des geekos, quoi. Hein, c'est pas des techos de formation. Tu me l'apprends, je ne savais pas. Et les deux sont des gens qui ont une vision sur l'entrepreneuriat qui est vraiment singulière et qui a évidemment révolutionné le monde, hein, par ce qu'ils ont fait. Donc, c'est très important, je dirais, d'avoir euh, le son de cloche de cette discipline dans le monde de l'entreprise. Donc, moi, je suis convaincu, mais je voulais essayer de faire un peu l'avocat du diable pendant cet entretien, mais bon, Hmm. je crois que je n'ai pas été très crédible dans mon côté opposant. Bon, bah, pour conclure, écoute, Julien, est-ce que quelle est pour toi la vision la vision future pour FI Conseil? Est-ce que tu veux continuer dans la voie
consultant indépendant, coach, formateur, ou est-ce que tu te vois créer carrément un empire de conseils, un peu comme la Boston Consulting Group, mais plus axé sur, évidemment, sur la philosophie et tes méthodes? Écoute, non, j'ai pas pensé à bâtir un empire, mais je pense à continuer mon activité, c'est-à-dire faire des séminaires dans les entreprises, Mhm. par exemple sur l'argumentation, comment construire des arguments plus percutants, et puis faire aussi des consultations personnalisées pour apprendre aux gens à s'exprimer de manière plus claire, plus concise. Euh, ouais. Donc Bon, c'est bah, ça, tout simplement continuer comme j'ai commencé. bah, génial. Alors, un peu plus léger, quel est ton livre en philosophie préféré, même Ouais. si c'est un truc très difficile d'accès? Quel est le livre ou le contenu sur le net que tu conseillerais à des néophytes qui aimeraient un peu se réconcilier avec la philosophie? Euh, Ça peut Mhm. être livre ou contenu web, hein, peu importe. Et puis, est-ce que tu aurais aimé que je te pose une question que j'ai oublié de poser, par exemple, pour finir? Voilà 3 questions pour terminer. Ok. Mon livre préféré, euh, Tu peux en citer plusieurs, hein, pas de souci. je dirais Doing Philosophy de Timothy Williamson. Mhm. Histoire de la philosophie de Bertrand Russell, je dirais. Essai sceptique aussi de Bertrand Russell, mon philosophe préféré. Euh, et puis aussi le livre de Papineau, donc Philosophical Devices. Donc c'est un peu un condensé de tous les outils qu'on utilise en philosophie. Donc ça remplace, je pense, un bachelor de philo, donc un seul livre de peut-être 200 pages. Et puis le livre que je conseillerais, c'est Alors, là, on est Doing plus. Philosophy. Là, c'est le livre grand public, hein, d'accord. Plus accessible. Ils sont tous grand public. Donc Doing Philosophy de Timothy Williamson et puis les mêmes en fait, Philosophical Devices de D'accord. Papineau, David Papineau, et enfin, je dirais Essai sceptique de Bertrand Russell. Voilà. D'accord. Ils sont accessibles. Oui, totalement accessible. Écoute, vraiment, Et, merci. C'est intéressant d'avoir des références, parce que souvent, quand on lit des livres de philosophie, souvent, c'est très compliqué à lire. Même le langage est compliqué parfois. Mais là, donc on prend note, hein, on va aller feuilleter ça, et puis si on ne comprend pas, on viendra te voir. Et est-ce qu'éventuellement, tu aurais voulu que je te pose une question que je n'ai pas posée? écoute, non, comme ça, non. Bah, peut-être un exemple voilà, de questions de philosophie analytique ou comment est-ce qu'on traite une certaine notion. Eh ben, écoute, voilà. Est-ce que tu Donc, peux nous donner un exemple? parce que Ah, c'est vrai que les gens comprennent pas toujours ce qu'on fait en philosophie. Donc, je vais donner un exemple, c'est l'analyse de la notion de connaissance. Donc, la notion, donc l'idée de connaissance. Il y a une définition pas mal qui a été trouvée, c'est la connaissance, c'est trois choses en fait. La connaissance, c'est une croyance vraie et justifiée. absolument. Euh, donc, si on suit cette définition, ça veut dire que la connaissance est factuelle. Si je sais Mhm. quelque chose, c'est le cas. À l'inverse, ce qu'on appelle la contraposée, donc si quelque chose, si on sait que quelque chose est faux, c'est pas une connaissance. Mhm. Maintenant, il y a un philosophe au milieu du XXe siècle qui n'était pas satisfait de cette définition, ou en tout cas, il avait envie de faire parler de lui. Il a dit, non, cette analyse de la connaissance en termes de croyances vraies justifiées, ça va pas, et je vais produire un exemple. Et en réalité, il prend un exemple imaginaire. Il dit, je donne cours, imaginons que je donne cours tous les jours dans la même classe et que l'horloge fonctionne. Donc, je m'appuie sur l'horloge pour dire l'heure, quoi. Sauf que un jour, l'horloge est en panne, elle affiche 10h10. Et dans la réalité, il est bien 10h10. Mais bon, je regarde l'horloge, et donc j'acquiers la croyance qu'il est 10h10. C'est vrai qu'il est 10h10, c'est justifié, mais je peux pas dire que je sais qu'il est 10h10 parce que j'ai juste eu un coup de chance. J'ai Mhm. regardé l'horloge au moment où l'heure indiquée était la bonne, quoi. Donc, pourquoi est-ce que je parle de cet exemple? C'est que on dit souvent aux philosophes, mais à quoi ça sert de prendre des exemples imaginaires, des cas qui n'arriveront, qui seront jamais arrivés, qui n'arriveront peut-être jamais? Tout simplement, c'est pour tester les hypothèses. Là, en Mhm. l'occurrence, l'hypothèse que la connaissance est la même chose que la croyance vraie et justifiée. Euh, donc là, voilà, on a
un supposé contre-exemple à l'affirmation. Et donc après, voilà, on peut aller plus loin. On peut se dire, OK, si cet exemple, ce contre-exemple marche, si cette exception marche, on peut dire que la connaissance est une croyance vraie justifiée. C'est pas une condition suffisante pour être une connaissance, mais ça reste quand même une condition nécessaire. Vous voyez, enfin, c'est toutes ces petites subtilités qui m'intéressent. Ouais, c'est très intéressant parce que justement, effectivement, à partir du moment où on a des croyances qui fonctionnent, c'est souvent ça, c'est très intéressant si on transpose dans le monde de l'entreprise. On a souvent des façons de faire des choses qui sont héritées parce qu'à un moment donné, on a été confronté à une problématique et on a trouvé une solution et ensuite on a transmis la solution de génération d'employés à génération d'employés et ça devient une façon de faire. Le contexte change, la façon de faire ne convient plus. On vient voir les entreprises et on leur dit mais votre façon de faire ne convient plus. Et les gens disent mais non, on ne peut pas changer, on a toujours fait comme ça a toujours fonctionné. Et en fait, ce qu'ils, eux, pensent être une connaissance s'avère finalement être une croyance obsolète ou une connaissance obsolète. En fait, une connaissance obsolète, c'est une croyance. Et c'est là où je pense que tu peux aider les organisations, les chefs d'entreprise et les organisations, donc les employés, à conscientiser ça. À partir du moment où tu conscientises, je pense que tu as déjà fait 80% du boulot. Complètement. Bah, je te remercie ouais, pour. Bah, écoute, voilà. Écoute, merci beaucoup, Julia. J'ai passé un super moment. Bah, merci, Eric. Moi aussi. C'était vraiment très plaisant de discuter avec toi et j'espère qu'on aura l'opportunité d'avoir des échanges de cette nature dans le futur. C'est sûr. Ouais. Et on te retrouve bien sûr sur LinkedIn et sur ton site internet. Je mettrai évidemment tous les liens sur le replay. Donc voilà. À très vite. Bye bye. À très vite, Harry. Bye bye.